going. Sorry, darling, something came up. But James, I need you. So does England. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. In my business, you prepare for the unexpected. Aujourd'hui, nous parlons de Bond, James Bond, agent 007. Just a drink. A martini, shaken not stirred. This never happened to the other fellow. Petite mise en garde avant de commencer. Si vous n'avez pas vu le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Beg your pardon? Scott to knock. And meanwhile, how do you kill 5 hours? Bonne écoute. I got the bitch. Bienvenue sur Atlantis, au milieu de l'océan. Aujourd'hui, nous parlons de L'espion qui m'aimait, sorti en 1977 et réalisé par Lewis Gilbert, avec Roger Moore, Barbara Bach, Kurt Jenkins et Richard Kiel. Je suis Mathieu, et si vous me demandez qu'est-ce que je fais, ben, je garde la pointe canadienne haute. Alors, bienvenue dans la rétrospective de Les aventures de James Bond. Aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 0012, L'espion qui m'aimait. Ce film-là, dans le fond, il va être pas mal un point marquant dans la production là, en arrière des films de James Bond. Jusqu'à là, on avait deux producteurs, Harry Saltzman et Cubby Broccoli, que c'est eux autres qui s'occupaient là, des films de James Bond, comme que je parle là, à toutes les fois. Là, dans le fond, c'est souvent un faisait quelque chose, puis au film suivant, ben, on échange les rôles, tout ça. Les deux collaborateurs, dans le fond, entre L'Homme au pistolet d'or, le dernier film, qui avait été mal reçu, mais c'est pas juste pour ça, dans le fond. C'est Harry Saltzman, dans le fond, il a dépensé trop son argent, tout ça, et finalement, ben, je sais pas si c'est un gambler, puis en tout cas, la fortune ou la chance ne l'a pas tourné de son bord, puis il a dû vendre sa moitié de part, et c'est juste Cubby Broccoli qui a ramassé tout, dans le fond, le plein contrôle là, de la franchise à partir de là. Puis ça, dans le fond, ça va être jusqu'à ce jour. Cubby Broccoli n'est plus de ce monde, mais dans le fond, c'est la famille là, qui a continué là, sur la série là, par la suite. Avant de commencer, dans le fond, si vous venez m'entendre parler sur les 11 premiers épisodes de la rétrospective, qui a commencé avec le film de Casino Royale de 1954, puis après ça, ben, on est passé avec toute l'ère de Sean Connery, et on a terminé ça, dans le fond, avec mon ami Christophe du podcast Fantastica et Programme Double, où ce qu'on a parlé là, de Les Diamants sont éternels. On a tout clôturé là, le temps Sean Connery. Et les deux films précédents là, de Roger Moore, ben, si vous voulez entendre parler là, de ces films-là, puis mes opinions, et ben, rendez-vous sur premiervisionnement.com, puis trouvez l'onglet là, 007, et après ça, ben, vous allez pouvoir télécharger là, l'épisode là, que vous recherchez. Puis en même temps, ben, si maintenant il y a d'autres choses comme qui pourraient vous intéresser, comme la série des John Wick, la série des Rambo, des Terminator, en tout cas toutes des choses que vous pouvez trouver là, sur premiervisionnement.com. Alors, pour le film d'aujourd'hui, initialement, on avait demandé à Guy Hamilton qui avait réalisé les 3 derniers films de Les Diamants sont éternels, Vivre et laisser mourir et L'Homme au pistolet d'or. Il avait réalisé ces 3 films-là, et ainsi que le film de Goldfinger, on avait demandé là, qu'il revienne. Étrangement, ben, lui avait été demandé de réaliser le film de Superman 1978, que finalement il n'a pas réalisé, mais finalement, ben, dans tout ce temps-là, ben, malheureusement, on s'est retourné vers quelqu'un d'autre entre-temps. On est allé revoir le réalisateur qui avait réalisé, on a vu que 2 fois, Lewis Gilbert. Bien sûr, on va noter quelques petites choses là, qui se ressemblent beaucoup. Là. On va voir le style à Lewis Gilbert, le style grandiose. En tout cas, on va en reparler là, plus tard dans le scénario. Et bien sûr, pour ce film-là, ben, on va avoir créé là, un nouveau studio. Les studios Pinewood là, qu'on va utiliser, là, c'est des gros méga studios, dans le fond. Qui va être même baptisé là, le 007 Stage, qui dans le fond, qui y a plusieurs personnes là, qui vont l'utiliser quand même, mais on va avoir finalement là, quelque chose là, pour vraiment produire les films de James Bond à un endroit. Puis qui va faire qu'on va avoir le plus gros studio, dans le fond, où on va en parler plus tard dans le scénario, mais
on va se servir là, les studios Pinewood pour faire là, des grosses mises en scène. Alors, si on regarde le livre de L'espion qui m'aimait, on va se rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose en commun avec le film d'aujourd'hui. Dans le fond, le livre d'aujourd'hui a été très mal reçu, sa version livre, puis Ian Fleming aurait même demandé là, à ce qu'on n'utilise pas ce scénario-là quand on va l'adapter à l'écran. Bien sûr, Ian Fleming était déjà mort au temps de production là, de ce film-là. Mais c'est ça, fait que c'est sûr que dans le fond, on y allait juste avec qu'est-ce qu'il avait demandé. Puis en même temps, ben, il n'y a peut-être pas grand-chose où ce qu'on aurait pu aller chercher. On va voir les personnages là, de Requin et Sandor, ils vont ressembler quand même deux personnages là, qu'on avait au travers du livre. Mais tu sais, c'est vraiment là, comme superficiel un peu. C'est pas exactement là, les mêmes personnages. Le livre en question, il va parler là, ça va être un point de vue d'une fille qu'elle va faire du globe-trotting pas mal. Puis ce qui est quand même le fun quand on vient du Québec, c'est que la fille en question, elle vient du Québec et même du centre-ville. Puis Ian Fleming va décrire des choses là, québécoises là, un peu au travers là, de son livre. C'est quelque chose de vraiment intéressant à écouter. Puis honnêtement, c'est pas un livre que je déteste, même s'il a été mal reçu, mais juste pour voir quelque chose de différent, je trouve que c'est quand même intéressant dans ce genre-là. La fille en question va finalement se ramasser là, dans un hôtel, puis finalement, ben, le propriétaire veut comme faire passer que qu'il y a eu comme un incendie, puis finalement, il va envoyer deux personnes à l'hôtel, mais elle va être là de garde, là, en tout cas, va savoir fait arranger là, avec deux autres personnes. Puis en tout cas, c'est eux autres, il y a un peu de gangsterisme là-dedans. Puis que finalement, ben, il va y avoir là, ces deux personnes-là qui vont se pointer. Leur but, c'est de la tuer. Puis finalement, ben, qu'ils mettent en feu l'hôtel. Puis finalement, ben, juste comme par hasard, ben, James Bond va se pointer. Puis en bout de ligne, ben, il va pas mal la sauver. Puis c'est pas mal le livre. C'est un livre qui est assez court quand même, peut-être la moitié là, de la longueur là, d'un livre d'Ian Fleming en général. Mais à part de ça, ben, c'est, comme j'ai dit, il y a absolument rien là, qui a rapport avec le film d'aujourd'hui. Alors, comme tous les films de la série, ben, le film ouvre sur l'œil du fusil, puis on a James Bond qui nous tire à l'écran. On en remarque que le ton, la musique là, par Marvin Hamlish, il fait un drôle de trame là, avec le gun barrel, dans le fond. C'est sûr que ça fait quelque chose d'alternatif, là, quelque chose qui est différent. Puis qui est peut-être, surtout là, dans les derniers, là, qui étaient comme un peu traditionnels, ceux-là de John Barry, je parle, surtout je parle de L'Homme au pistolet d'or, mais ça fait changement, mais honnêtement, ça se voit un peu là, que c'est pas John Barry. Mais en tout cas, je vais parler tout de suite là, de la trame sonore de Marvin Hamlish. Je dirais qu'il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. C'est une trame sonore qui est vraiment bizarre. Parce que, mettons qu'on l'écoute là, en fait de CD, album ou sur Spotify ou sur n'importe quoi. Ben, c'est comme de la musique ambiante. Puis en général, la plupart des chansons qui sont présentées sur l'album. Ben, quand on les écoute dans le film, ils sont différentes, sont à différentes vitesses, sont à un différent ton. Ils sont pas dans la même gamme, tout ça. C'est vraiment bizarre. C'est un album qui est comme fait à part. C'est comme si on réenregistrait tout au complet pour être plus une version album. Mais quand on l'écoute dans le film, ben c'est ça, c'est pas la même chose. Pour la générale, c'est quelque chose que j'aime en général. Là. Cette trame sonore-là est comme spéciale, mais comme vraiment à part et comme bizarre.
Mais c'est quelque chose qui n'est pas traditionnel, mais en tout cas, j'aime ça quand même la faire marcher une fois de temps en temps. On va ouvrir sur un sous-marin nucléaire, que je pense que c'est un sous-marin anglais. Puis qu'après ça, ben, on va avoir un sous-marin russe, mais ça, on le verra pas. Puis dans le fond, on le verra jamais, ce fameux sous-marin russe-là. Puis c'est ça, ces sous-marins-là, dans le fond, ce qu'on va comprendre, c'est qu'ils ont disparu de la carte. Puis dans le fond, ben, c'est ça qui va amener là, à ce que James Bond va être sur le terrain. Dans le fond, ces sous-marins-là, on va essayer de comprendre pourquoi. Avant qu'on ait l'introduction là, de James Bond, ben, on va avoir l'introduction là, de l'agent Triple X. Qui est joué par Barbara Bach, qui est dans le fond moi dans mon univers. Ben, c'est la femme à Ringo Starr, le drummer des Beatles. Dans le fond, dans cette scène-là, c'est pour qu'on ait son introduction, puis que dans le fond, qu'elle a un amour, puis évidemment, ben, quand on a l'introduction là, de James Bond, que lui, c'est comme il est comme en mission, quelque chose de même, ça a comme pas rapport tout à fait avec le restant du film. Mais il descend, il s'en va là, de où ce qu'il est. Puis là, là, on a une poursuite de ski. Dans le fond, ben, c'est ça, on a la musique thème là, qui est sur le CD là, qui s'appelle Bond 77. Comme je dis, elle n'est pas pareil sur le CD, mais honnêtement, là, j'en suis fan pas mal là, de cette chanson-là. Dans le fond, j'ai comme refait là, cette chanson-là là, qui joue à la fin là, de chaque podcast là, dans cette rétrospective-là. Alors, James Bond, lui, en partant en ski, ben, là, c'est ça, il y a des gens qui sont là, dans le fond, pour tuer James Bond, puis ça vient de n'importe où. Là, dans le fond, c'est juste pour faire une scène d'action au début. Il va faire des cascades, tout ça. Là, c'est quand même un peu spectaculaire là, à voir. Dans le fond, tout est fait pour vrai. Là, c'est vraiment là, des personnes qui font toutes ces cascades-là. Là. Mais c'est ça, au travers de ça, il est supposé tuer quelqu'un que dans le fond on ne voit pas vraiment la face, puis dans le fond c'est l'amour à triple X là, qu'on a vu un peu plus tôt. Puis ça, ben, cette partie-là va revenir un peu plus tard dans le film, là, mais c'est comme important là, que cette scène-là elle soit qu'on la voit dans le fond pour une question scénaristique. Fait que après ça, ben on a James Bond dans le fond qui saute du précipice là, dans le fond, puis après ça il ouvre son parachute, puis c'est le drapeau de l'Angleterre, puis on saute là, au générique. Moi, honnêtement, c'est une très bonne scène pour embarquer là, dans le film. Tout ça, quand on le voit en plus dans l'air libre, tout ça, c'est juste blanc, puis il part dans tous les sens. Là, la manière là, que c'est fait, puis après ça, le drapeau qui sort, tout ça, je trouve ça quand même là, assez brillant. Là, comme c'est vraiment, là, c'est vraiment une bonne idée, tout ça. Puis ça ressort, puis c'est comme bizarre parce que on voit qu'il tombe, puis il tombe, puis il tombe, puis il tombe, puis ça aboutit pas comme. Mais c'est ça, ça a été fait en plus, ça a été filmé là, quelque part, il n'y a pas de trucage, là, fait que ça sort bien. Fait qu'on arrive au générique, encore une fois, là, on a les visuels là, de Morris Bender. Quand même un bon générique là, qu'on a. Là, je veux dire, je l'aime toujours là, celui-là. Là, c'est ce qu'on voit James Bond, puis les filles là, qui dansent là, sur les fusils, tout ça. Là, c'est vraiment du typique, là, mais je l'aime quand même assez bien là, comme montage. Bien sûr, on a la chanson chantée par Carly Simon, Nobody Does It Better, qu'il va probablement être dans le top 3 de mes meilleures chansons là, de James Bond. C'est une chanson là, qui est comme très dure à battre. Là. C'est une balade. Je suis pas généralement le gars qui court les balades, mais c'est vraiment une chanson là, qui est pas loin de parfaite. On va ouvrir le film, là, dans le fond, là, le film proprement. On va se ramasser là, dans le bureau de Gogol. L'acteur Walter Gottel, lui, on l'a déjà vu dans Bon Baiser Réussi, mais il faisait un autre rôle. C'est vraiment bizarre. Chaque fois, là, comme j'ai déjà dit là, quand je parlais de Bon Baiser Réussi, ben, ce film-là, je l'ai vu quand je m'étais mis à jour, là, quand il y en avait genre à peu près jusqu'à l'ère de Pierce Brosnan, mettons.
Ben, tu sais, c'est le dernier film que j'ai vu jusqu'à là, puis j'avais vu quand même tous les autres souvent, mais ce film-là, c'était vraiment le dernier là, que j'ai vu. Puis à chaque fois que je vois Walter Gottel dans l'autre film, ben, tu sais, je leur place pas, je trouve ça vraiment étrange. Pour moi, c'est vraiment là, le personnage de Gogol qu'on a là, qui va revenir là, dans plusieurs films là, dans la série. Là, il va revenir peut-être 3-4 fois là, dans les prochaines semaines. De toute façon, on va en parler. C'est lui qui va dire à l'agent Triple X que finalement son amoureux est mort, tout ça. Puis là, dans le fond, on sait pas c'est qui. Mais tu sais, il va quand même mentionner là, qu'il s'est peut-être froissé là, avec le gouvernement britannique, tout ça. Puis il y a peut-être quelque chose. Puis finalement, ben, ça va amener quand même avec une rencontre là, avec les Britanniques un peu plus tard dans le film, tout ça. Mais c'est sûr que c'est juste la parure puis c'est de la business. À quelque part, là, c'est pas de la business en tant que telle, là, mais c'est juste là, des pays puis des ententes, des affaires de même. Là, le monde, là, les personnes sur le terrain là, sont pas conséquents de ces choses-là. Fait qu'on va se ramasser au Caire, où ce que James Bond, dans le fond, il va être sur la piste pour trouver un microfilm, dans le fond. Mais c'est ça, avant de se ramasser là, sur le microfilm, c'est là qu'on va voir aussi, encore une fois, là, on le voit pas souvent, mais que James Bond il faisait partie là, de la marine, tout ça, puis là, on voit que c'est le commandeur Bond. Je dirais que l'histoire est un peu dure à suivre dans le film. Dans le fond, on voit là, qu'il y a le chemin là, du Ranger, un des sous-marins, puis dans le fond, eux autres, ils savent où est-ce qu'ils devaient aller, tout ça, puis dans le fond, où est-ce qu'ils ont perdu le signal, tout ça. Fait que, ben, c'est ça, à partir de là, ben, on va envoyer James Bond sur la piste du microfilm. Là, on va virer sur le côté là, des méchants un peu. On va avoir l'introduction là, de Karl Stromberg, que lui, dans le fond, il y a comme son petit paradis à lui là, qu'il va appeler Atlantis. Puis c'est ça, sa secrétaire, c'est elle qui a laissé partir là, le microfilm. Puis dans le fond, on va avoir comme un attaque de requin là, où il va l'envoyer là, dans son ascenseur, tout ça. Puis, honnêtement, à chaque fois que j'embarque dans un ascenseur, quasiment même aujourd'hui, là, peut-être pas tout le temps, là, mais je veux dire, c'est quelque chose là, qui m'a hanté quand même. Là. T'es dans un ascenseur, puis que le plancher là, lâche en dessous, là, puis dans le fond, tu tombes dans une fosse à requin. Là. C'est quelque chose en même temps, ben, c'est pour nous l'expliquer un peu plus tard, là, qu'on sache qu'il y a un danger là, dans cet ascenseur-là. Puis c'est ça, dans le fond, là, on voit aussi 2 collaborateurs là, que dans le fond, je pense que c'est eux autres là, qui ont fait là, les bombes nucléaires. Puis dans le fond, il va les éliminer. Là, c'est pas une bonne personne. Là. Karl Stromberg, on voit qu'il est pas d'affaire tout à fait. Ce personnage-là, à l'origine, on voulait que ce soit le personnage de Blofeld qui revienne, mais on avait encore notre ami Kevin McClory, que c'est lui qui avait les droits là, d'Opération Tonnerre, puis dans le fond, on pouvait pas. Dans le fond, il utilisait ses droits aussi là, pour pouvoir qu'on n'utilise pas là, le personnage là, de Blofeld. Fait qu'on a créé là, le personnage là, de Karl Stromberg. Mais à partir ça fait aussi là, que si on la remarque, le film est sorti 3 ans après le dernier film. Le dernier film est en 1974, puis lui est en 1977. C'est la première fois qu'on a vraiment un gros écart là, entre les deux sorties là, de films de James Bond. Puis ça en est un des cas. Là, pourquoi là, on voulait essayer de garder le personnage de Blofeld, mais finalement, on a laissé tomber, puis on a fait le personnage là, de Stromberg. C'est là qu'on va avoir aussi l'introduction là, du personnage de Requin et de Sanders. Mais on voit là, que dans le fond, là, c'est comme la menace du film. Jaws, dans le fond, c'est un peu là, leur réponse là, à embarquer là, sur les tendances du temps. Là, c'est Jaws ou les dents de la mer. Puis on voit qu'il y a des dents. Là, c'est comme un requin sur 2 pattes. Là. Mais c'est ça. C'est vraiment une réponse au grand blockbuster là, de l'année précédente, si je me trompe pas. Là.
Fait que James Bond se ramasse, il est à la poursuite du microfilm. Fait que sa première place à aller, il va aller rencontrer quelqu'un qui s'appelle Hossein. Puis c'est comme juste une scène là, dans le désert, là, juste comme perdu. Puis que lui va l'envoyer voir Fekesh. Puis quand James Bond va être chez Fekesh, il va avoir je sais pas si c'est sa femme ou sa secrétaire qui est là dans le fond pour divertir James Bond, mais dans le fond ils sont sur le point là, de coucher ensemble. Mais est-ce qu'elle sait que Sandor est là pour tuer Bond ou quelque chose de même? Là, elle n'a pas l'air trop sûre, elle a l'air surpris à quelque part quand Sandor lui est en train là, de sortir un bras là, avec un fusil dans les mains, tout ça. C'est pas très clair tout à fait là, exactement c'était quoi là, la mise en scène là, dans toute cette scène-là. Alors, James Bond, lui, il va poursuivre Fekesh, puis là, on va avoir un combat à main nue là, entre les deux personnages. Dans le fond, on vient juste de se faire introduire à Sandor, puis il va se faire éliminer là tout de suite. Ce qui est quand même intéressant, je trouve, là, dans cette scène-là, c'est Sandor qui est sur le point de la bâtisse puis qui se retient juste par la cravate à James Bond. Puis James Bond il est vraiment là, comme sans pitié là, dans le fond là, il est froid là, il pose une question à Sandor, il est où Fekesh, puis il attend juste la réponse, puis aussitôt qu'il donne il retire là, sa cravate, puis Sandor il tombe en bas. Je trouve c'est vraiment une scène que j'aime beaucoup là, de ce film-là. Je pense que c'est la scène qui me sort quasiment le plus là, où que vraiment James Bond il est vraiment de sang-froid. Puis c'est toujours ces petits moments-là qu'on a. Puis on dirait qu'on oublie quand on parle de Roger Moore. Roger Moore, en général, est tout le temps vu comme le rigolo, puis on le prend pas au sérieux, mais des fois, il nous sort une scène de même, puis que je trouve là, ça, c'est toujours une des meilleures scènes là, qu'on a eues là, dans toute la franchise. En parlant de Roger Moore, c'est sûr que le monsieur commence à avoir de l'âge un peu. Il y avait quelque chose comme 46 ans là, quand il a filmé là, Vivre et laisser mourir. Puis là, il est rendu à quelque chose comme 50 ans. Puis c'est sûr qu'on dirait que on voit là, qu'il a vieilli un peu. Mais il paraît toujours bien. C'est quelque chose là, qui est quand même spécial là, de Roger Moore, c'est que il va toujours bien paraître à l'écran. En tout cas, ça on va en reparler là, pas mal à tous les films. Là, mais il est toujours crédible là, dans le personnage. Puis il a quand même 50 ans. Là. Alors on se ramasse un genre pas une visite guidée tout à fait parce que les gens sont assis, mais un genre de show de lumière là, dans le noir à la pyramide là, de Gizeh. James Bond est à la recherche là, de Fekesh, puis on peut voir que l'agent Triple X est déjà sur place, puis elle a déjà pris un peu le devant là, sur James Bond. Puis, je veux dire, j'essaie toujours de regarder dans tout l'écran. Là. J'ai dû voir ce film-là là, des trentaines de fois, là, et peut-être plus même. C'est un des premiers James Bond que j'ai vu. Je pense que j'en ai déjà parlé, là, dans le fond. Là, ce film-là, rien que pour vos yeux ou Tuer n'est pas joué qu'on va parler là, encore dans un bout, mais un de ces trois films-là, dans le fond, va être le premier film de James Bond que j'ai vu. Mais ces trois films-là, c'est des films que j'ai vus quand même là, en abondance là, en étant jeune. Puis c'est eux autres là, qui m'ont pas mal introduit là, à l'univers. Mais c'est ça, je regarde un peu partout, puis j'essaie de comprendre exactement quand il y a la lumière qui allume, puis on voit Requin ou Jazz, je sais pas comment je vais l'appeler, mais c'est le même personnage. J'essaie de le voir dans l'écran, de savoir où ce qu'il est. On le voit en grand plan, mais après ça, il est où par rapport à eux autres? Parce qu'on le voit apparaître deux fois, puis après ça, Fekesh, lui, le voit apparaître, puis il est comme peur, puis il s'en va. Puis, qu'est-ce qui se passe dans le fond, il est où? J'aimerais ça le voir, tout à fait. Fait que savoir un peu là, de la géographie. James Bond va partir à la suite de Fekesh, puis même il y a Requin là, qui est en avance sur James Bond.
Puis finalement, ben, on voit que c'est à quoi qui sert là, les dents de métal. Ben, ils servent là, dans le fond, ils peuvent passer au travers de n'importe quoi, puis ils réussissent à casser les chaînes. Genre Fekesh, il s'en va au milieu là, des pyramides, puis il y a un chemin où il y a y a des chaînes, puis il y a un cadenas là, puis lui il a déjà la clé pour aller là. C'est quoi exactement l'affaire? Là, ça a comme pas de sens, là, mais. Puis on voit pas de poursuite à l'intérieur. J'ai toujours trouvé ça un peu drôle. Il y a comme une grande pièce, puis Fekesh il reste comme juste planté là, au milieu. C'est un peu un film d'horreur dans le fond. Dans le fond, c'est ça qui est un peu spécial là, avec le personnage là, de requin, c'est que ça l'amène comme un élément d'horreur dans la franchise, quelque chose qu'on n'a pas normalement, mais on sent vraiment quelque chose, une genre de menace là, avec le personnage de requin. Et en plus, ben, c'est ça, il est très imposant, puis c'est vraiment là, quelque chose pareil à voir. Pourtant, dans le fond, le monsieur, je l'ai déjà rencontré en personne. Je pense que j'en ai déjà parlé, dans le fond, là, il y a quelques semaines, là, où j'avais rencontré Roger Moore et le Britt Ekland et réalisateur là, de Guy Hamilton. Ben, j'ai eu la chance là, de rencontrer à 2 reprises, même à 2 jours d'intervalle. Richard Keel dans le fond, puis c'est vraiment un petit genre, un grand gentil monsieur là, il est vraiment smart, puis même j'ai une photo avec lui là, je vais l'avoir posté là, sur Facebook de lui qui me ramasse la tête puis qui me l'écrase là, je veux dire c'est quelque chose là, qui est quand même là, un bon souvenir là, que j'ai du personnage de la personne. Dans le fond, c'est ça, il est vraiment imposant, là, puis vraiment, là, il est vraiment gros, mais c'est ça. Dans le film, là, on l'a bien choisi, mais c'est ça. Ça jure un petit peu là, la différence avec la personne, puis le personnage qu'on a dans le film. Parce que dans le film, c'est ça, quand on la regarde, ben, il a vraiment l'air d'une menace. Là, plus tard, quand il va ramasser James Bond dans le train, on voit que Roger Moore, qui est quand même assez imposant, là, c'est un monsieur là, qui a 6 pieds quelque chose, puis qu'il va ramasser là, Roger Moore, puis Roger Moore a vraiment de l'air petit là, à côté là, de requin. Là, fait que c'est vraiment là, impressionnant là, comment dans le fond, c'est un peu une déformation là, pour l'acteur. Là, moi, quand je l'ai rencontré, dans le fond, là, il était en chaise roulante, il pouvait pas marcher. Là, il était rendu comme trop grand, là, il avait comme trop grandi dans ses affaires. Fait que c'est juste un petit peu plate là, qui s'est rendu comme ça. Mais c'est ça, en tout cas. Fait que requin, c'est ça, il va tuer Fekesh en le mordant au cou comme un vampire, dans le fond. Là, ben, je pense que c'est ça, mais il n'y aura pas de sang du tout. Là, normalement, ça aurait craché partout, mais c'est ça. Il ressort requin, puis il n'y a pas de problème. Là, pas de sang du tout d'en face. Ou sur son linge, il n'y a rien du tout. Là, en tout cas, c'est juste drôle un peu là, quand il pense. Là. Mais, puis même, tu sais, j'en reviens là, quand j'étais enfant, tout ça, je me suis comme toujours posé la question, qu'est-ce qui s'est passé avec le sang, l'as-tu bu ou quelque chose en même, tu sais, il est ici, en tout cas. Je sais pas, tu sais, c'est une théorie, là, n'importe quoi. Fait que James Bond va trouver Fekesh, puis il va savoir là, que dans son agenda sur lui, il doit rencontrer un monsieur qui s'appelle Max Calba, puis ça va être la prochaine place qu'il va aller. Mais c'est ça, juste en sortant de l'endroit, ben, il va croiser là, l'agent Triple X. Puis il va être attaqué là, par 2 agents là, soviétiques, Ivan et Boris, des noms typiques russes, mais en tout cas. Puis c'est juste pour avoir un petit peu d'action, j'imagine. Puis c'est sûr que James Bond, ben, il fait ça, il règle le compte aux 2 gars là, assez rapide, là, puis ça il fait pas grand chose. En même temps, ce qui est spécial là, de cette scène-là, je trouve, c'est avec la musique qu'on a. C'est comme on dirait que c'est la musique du spectacle à côté, c'est pas la musique du film, c'est comme l'ambiance qui fait la musique, puis ça va avec l'action, mais on dirait la manière que c'est fait, c'est comme si c'est la musique sur place, puis Barbara Bach, dans le fond, là, où l'agent Triple X là, qui est en train de regarder James Bond, elle entend la même musique, là, tout ça en même temps là, que James Bond se bat, puis la grosse musique spectaculaire, c'est quand même assez je trouve que le montage est une bonne idée là. Ça va être un peu similaire là, pour la prochaine scène où on va être comme un genre de restaurant.
Puis où est-ce qu'on va trouver là, le personnage là, de Max Calba. Puis c'est ça, l'agent Triple X, là, je sais pas si elle a suivi Bond ou elle est allée chercher là, l'agenda à Fekesh là, qu'il est mort. Mais elle aussi, là, ben, est à la suite là, du microfilm. Ça va être Max Calba là, qui a le microfilm. T'sais, honnêtement, là, la question d'histoire, tout ça, là, je trouve ça un petit peu, là, on se rend au point A, point B, point C, point D, point E. Je trouve que quelque part, là, c'est comme... Ça finit pas, on dirait. Là. Ça va être pas mal là, le dernier stop là, pour le microfilm. Mais ça devient un petit peu redondant. Là. Il faut que ça l'avance. Fait que, bien sûr, on va rencontrer Max Calba, mais il y a Requin, lui, à quelque part, il va arriver là, puis d'une manière, il va réussir à faire appeler Max Calba au téléphone. Fait que Max Calba va attendre, va laisser James Bond et l'agent Triple X. Puis finalement, Requin va le tuer et récupérer le microfilm. Puis il va se sauver là, dans sa petite vanne, puis James Bond et l'agent Triple X vont embarquer là, dans la minivan et finalement on va partir de là. Je pense que ce qui est important là, dans toute cette scène-là, c'était un peu de commencer là, à voir la relation entre l'agent Triple X et James Bond. Elle, on veut essayer de montrer là, qu'elle est à la hauteur de James Bond. C'est un film qui va essayer d'être un petit peu féministe, un peu. Mais je pense qu'à quelque part, là, il va pas vraiment réussir là, dans ce point-là, tout à fait. C'est ce qu'on nous montre un peu au début, mais en tout cas, on va en reparler tantôt. Si on part un peu avec l'idée féministe qu'on a un égal à James Bond, c'était un peu ça le plan là, qu'on voulait faire avec l'agent Triple X. Puis là, elle connaît James Bond au complet, là, est capable de dire qu'est-ce qu'il veut boire, là, son martini, là. Brassé, là, puis pas à cuillère, là. Mais c'est ça, tu sais, on a... puis ce qui est quand même assez rare aussi, c'est, je pense, une des 2 fois qu'on va en reparler. Ça va être dans un autre film, là, encore vraiment loin. Qu'on va faire mention de la femme morte de James Bond. Donc, correction, je pense qu'on va en reparler encore 2 fois. Mais en tout cas, on va en parler là, dans ces fois-là. J'en parle pas, je spoil pas, là, mais c'est pas des gros spoilers de toute façon, mais quand même. C'est quand même rare qu'on parle de que James Bond s'est marié puis que finalement est morte. Là, en tout cas, on y va assez brièvement, mais on voit que c'est quelque chose qui touche James Bond. Aussitôt qu'on en parle, il arrive, ok, c'est beau, t'as fait ton point, là. Mais c'est ça. Fait ils vont embarquer là, les deux là, dans la vanne à requin. Puis après ça, on va se ramasser là, dans le désert. Où je ne sais pas exactement c'est quoi l'endroit. Mais tu sais, quand j'ai parlé là, de Transformers, là, il y a à peu près 3 ans de ça. Je pense qu'on se ramassait au même endroit dans le fond. C'est quelque chose là, qui m'a frappé. Je sais pas si j'en ai parlé là, quand j'ai parlé de Transformers là. Je pense que c'est La Revanche, le 2e film là, en live action là, en tout cas. Ça va être à cet endroit-là qu'on va avoir un face-à-face avec Requin. Ça va être James Bond qui va se battre avec Requin. Puis on voit quand même là, que Requin il est très solide là, dans le fond. C'est un petit peu un genre là, de bande de personnage là, qui est tiré d'une bande dessinée un peu. Là, je veux dire, il est intuable, il fait peu importe ce qu'on y fait, là, on y fait tomber plein de roches dessus, puis il n'y a pas de problème, il s'en relève. C'est encore un peu là, dans ces scènes-là encore là, on va voir que l'agent Triple X est comme un égal à James Bond, mais peut-être un peu plus futé à quelque part. Là, James Bond va se battre, puis elle va juste sortir son fusil puis menacer, dans le fond, pour avoir le microfilm. Puis c'est ça, dans le fond. Elle va réussir à partir avec le microfilm. Puis, dans le fond, elle va se sauver dans la vanne. James Bond va venir la rejoindre, qu'il a fait tomber là, une partie de la bâtisse sur Requin, mais Requin, on avait vu qu'il était pas mort, il était peut-être juste sonné là, avec quelques roches par-dessus. Ça se tient pas, mais c'est ça, ce personnage-là est comme indestructible. Fait que là, on va avoir comme un peu de la comédie, un peu où ce que James Bond il est assis dans le banc passager.
Il a réussi à récupérer rapidement le microfilm. Elle, qui est rentrée dans la vanne, elle a mis le microfilm sur le dash. Tu sais. En tout cas, c'est. Pourquoi qu'elle a fait ça? Ben, c'est sûr que dans sa robe, quelque part, il n'y a pas vraiment beaucoup de place là, pour placer là, le microfilm. Là, où, elle n'a pas de poche. Fait que, c'est ça. Il y a un peu de comédie là-dedans. Où ce que Requin va défaire là, toute la vanne, là, il va la ramasser, là, il va toute arracher là, plusieurs morceaux. Il y a une fois là-dedans, je pense qu'il commence à enlever le toit, puis pourquoi il attrape pas la tête à l'agent Triple X, ça je ne comprends pas tout à fait. Pendant ce temps-là, ben, c'est ça un petit peu l'affaire aussi. On a eu un moment tantôt où on avait Roger Moore qui a tué quelqu'un très froidement, mais on a cette scène-là où il est comme en train d'être tout calme là, pendant qu'il y a quand même techniquement un peu de danger alentour. Mais le Roger Moore, dans le fond, avec sa prestation, qu'est-ce qu'il fait dans cette scène-là? Ben, on n'a pas l'impression qu'on est en danger parce que dans le fond, il est juste en train de regarder les clés puis en train de niaiser avec. Pendant que Requin est en train là, de tout démolir, on sent pas de danger du tout. C'est peut-être ça un petit peu. On a une scène pour nous qui est remarquable là, pour Roger Moore, mais on a l'autre côté que on va un petit peu trop là, dans le ridicule. Honnêtement, ça me dérange pas tant que ça. Je sais qu'il y a des gens là, que ça les froisse beaucoup, puis c'est des choses là, qui aiment pas. Ça va être plus un peu là, quand ils vont se sauver de là que la vanne là, qui pogne des bosses puis qui se met comme à danser, on dirait là, avec c'est pas aidé non plus là, avec la musique là, qu'on va jouer là, en même temps, fait que ça fait un peu ridicule. Chose que je pense que j'ai remarqué pour la première fois, je vais en reparler là, quand on parlera du film en question, mais la marche dans le désert, quelque chose qui va être repris là, dans le film là, Quantum of Solace là, qu'on va parler là, dans pas mal plusieurs mois là, quand on va parler là, de l'ère Daniel Craig. On va être rendu quasiment là, à la fin de la rétrospective, là, mais en tout cas. De toute façon, quand on va parler de ces films-là, on va parler quasiment juste d'hommage, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça, le camion tombe en panne, fait qu'ils n'ont pas le choix de continuer à pied, comme je dis. Fait qu'ils réussissent à trouver un bateau là, pour les ramener au Caire. Puis, bien sûr, James Bond, il pense avoir vraiment tous les charmes là, pour pouvoir la charmer, mais elle est une petite coche un petit peu au-dessus, où ce qu'elle va comme se laisser tenter, mais à quelque part est en train là, de mener James Bond là, dans un piège. Elle veut pas le tuer à rien, elle veut juste l'endormir puis récupérer le microfilm. Pendant ce temps-là, on avait vu que James Bond avait regardé un peu le microfilm, là, mais en tout cas, ça va revenir un petit peu plus loin. Quand James Bond va se réveiller, dans le fond, il va s'en aller directement là, à son quartier général au Caire. Puis il va rentrer là, puis il va voir que le général Gogol est déjà sur place. Fait que on va se poser des questions un peu, là, qu'est-ce qui se passe. C'est plutôt James Bond qui se pose la question. Fait que là, on arrive avec les deux gouvernements là, qui vont s'unir là, pour cette mission-là. Dans le fond, il y a un sous-marin là, de chaque côté, là, puis ils veulent faire quelque chose là, d'union. Il ne faut pas oublier là, qu'on est en pleine guerre froide aussi. Là, c'est pas contre les États-Unis, mais quand même, il y a encore des tensions là, avec la Russie et tout ça un peu partout. Fait que c'est vraiment quelque chose là, de peut-être un avant-gardiste là, à l'époque. On va voir la scène qu'on va voir Q qui travaille là, dans ses laboratoires. Mais tu sais, c'est quoi? Il amène tout son laboratoire dans chaque pays, dans le fond. Ça n'a pas de sens tout à fait quand on se met à y penser. On est au Caire, on n'est pas en Angleterre. Normalement, il devrait travailler là, en Angleterre. Je sais pas. C'est là où que les quartiers généraux du MI6 ils sont. Là, en tout cas, je comprends pas tout à fait qu'on se met à y penser. Même si Q est là, puis il y a son gadget, là, dans le fond, pour élargir, on va examiner là, les documents qui sont sur le microfilm. Puis, encore une fois, on essaie là, de montrer là, que les Russes puis les Anglais sont un peu sur le même pied, dans le fond, puis que finalement, c'est ça qui va faire que les deux agents vont s'unir.
sais, on a dans le fond l'agent Triple X qui dit quelque chose, puis il y a James Bond qui quasiment qui complète la phrase. Il y a tout le temps un petit peu là, de va-et-vient entre les deux, là, mais c'est ça. C'est le but, là, c'est de montrer là, que c'est un légal à James Bond. Alors, nos deux agents vont prendre un train là, vers Sardinia. Puis on va voir que les deux agents font comme chambre à part. Puis on voit James Bond là, que il s'attend à ce que l'agent Triple X saute dans sa chambre, tout ça. Il se prépare. Il est certain là, de l'avoir assez charmé, tout ça. Je veux dire, c'est ridicule, mais je trouve ça drôle quand même. Là, j'aime beaucoup là, la prestation là, de Roger Moore là, en général là, dans le film quand même. Il y a des choses que du côté scénario. Qui va me gosser, mais j'aime toujours Roger Moore. C'est juste un peu la nuance entre les deux. Fait que bien sûr, pendant que l'agent Triple X, elle, est de son bord, ben il y a Jaws qui est caché là, dans son garde-robe, puis quand elle l'ouvre, ben Jaws sort de là. Tu sais, vraiment, là, on peut le voir dans ces scènes-là que Jaws est immense. Il va prendre Roger Moore, puis il va le tirer partout. Là, Richard Kiel, l'acteur, là, il est immense. On voit là, que il est vraiment, là, il n'y a rien à faire. Là, c'est une machine à tuer. Tantôt, on avait une scène ridicule avec, mais c'est comme dans ces scènes-là où on est encore un peu avec l'horreur un peu. C'est pas de l'horreur en tant que tel, là, mais on a un sentiment là, de danger là, avec lui quand même. Malheureusement, ça va être pas mal la dernière scène qu'on va voir Requin comme une menace. Là. Après ça, là, chaque fois qu'on va le voir, là, ça va virer un petit peu là, dans le ridicule, là, à part peut-être la fin, mais en tout cas. Fait que James Bond va réussir à se débarrasser de Requin, là, où il va casser une lampe, puis il va comme l'électrocuter là, avec ses dents. Là, il s'est trouvé n'importe quoi, mais il va le tirer par la fenêtre du train. Un petit peu similaire à la fin là, de Vivre et laisser mourir, où il avait sorti Teehee par la fenêtre. Là, on sort Requin. Puis bien sûr, à la suite de ça, James Bond va réussir à avoir sa manière là, et à montrer là, qu'il a sauvé la vie à l'agent Triple X, puis finalement, il va réussir à coucher avec. Moi, je trouve que au total, là, c'est une bonne scène pareil là, pour tout ça. Là, puis juste pour voir la menace là, de Richard Kiel, puis tout comment il est grand là-dedans. C'est aussi un hommage, c'est sûr, à Bon baiser de Russie, où on a le combat dans le train, mais est-ce que c'est toujours un hommage ou on cherche des manières là, de transport? Fait que ça ressemble, là, mais quelque part. Je veux dire, on est limité quelque part, on a des hélicos, on a des avions, on a des bateaux, tout ça, mais quelque part, on est rendu au 12e film là, dans cette rétrospective-là. Pas tous des officiels, mais quand même, avec tous les choix qu'on a là, après un bout, puis le nombre de films, on a des moyens de transport là, pour voyager dans des pays tout court. Là. Alors, Bond et l'agent Triple X se ramassent en Sardinia. Puis, dans le fond, ils ont comme un rendez-vous là, pour rencontrer Stromberg. Puis, ils vont prendre le bateau, puis ils vont se ramasser, dans le fond, comme civils. Là, ils vont se faire passer là, comme des spécialistes de poissons. Puis, en tout cas, que lui veut écrire un livre, je pense, quelque chose de même. Là, fait que il va avoir un face-à-face là, avec Bond et Stromberg. Mais tu sais, en même temps, je me demande c'est quoi exactement. Tu sais, lui, James Bond arrive sur place en se faisant passer pour un biologiste marin, là, genre. Puis, c'est quoi qui réussit à le garder sur place? Tu sais, dans le fond, le meeting dure 5 minutes, là. Puis, c'est quand même drôle un peu la scène où il se rencontre, puis. Tu vois que Stromberg il est en train là, d'analyser James Bond puis en train d'y demander là, moi là, que t'es pas en train de perdre mon temps puis James Bond va garder un poisson puis il va le connaître là, c'est à savoir, c'est comme James Bond il connaît tout là, on le savait là, à quelque part là, à chaque fois qu'on a un film là, il sort tout le temps là, le genre d'affaires là, que personne ne sait ou la personne moyenne sait puis lui il sait tout là, en tout cas c'est juste ça fait partie du personnage là, c'est un poisson là, il y a tellement de poissons là, mais ça tombe qu'il connaît exactement là.
Fait que c'est sûr qu'une fois qu'ils partent de là, ben Requin arrive en arrière, puis il dit que c'est eux là, qui poursuivaient, là, dans le fond, au début du film. Jaws ne parle jamais, là, dans le fond, là, c'est juste le signe de la tête, oui, non. Là, fait qu'on va être. On va avoir une poursuite d'auto. Dans le fond, James Bond va avoir reçu là, une Lotus Esprit blanche de Q. Petite voiture, tu sais, des fois, je remarque là, en répétant les films là, que l'Aston Martin avec Sean Connery, ben, c'est pas une grosse voiture non plus, mais la Lotus Esprit, là, on voit que c'est comme vraiment un petit char sport. Mais on va avoir probablement là, une des meilleures poursuites de voitures là, dans toute la franchise. La poursuite, elle va commencer avec un motocycliste là, qui va essayer là, de les attraper. Puis, tu sais, dans le fond, comme son passager, là, c'est une bombe là, qui va partir. Bien sûr, ils vont réussir à esquiver la bombe, puis évidemment, ben, la moto là, va tomber dans le vide. Il va être poursuivi là, par une voiture, puis il va y avoir Requin qui va être là pour leur tirer dessus. Il y a une scène, ben, juste un petit morceau là-dedans là, qui est quand même assez drôle, là, où il y en a un qui sort de sa voiture, ben, tu sais, dans le fond, il ouvre sa porte, là, puis il est en train de tirer, puis quelque part, un Requin va ramasser le fusil de l'autre, tout ça, tu sais. Je trouve juste l'idée, c'est drôle, là, c'est juste tellement nono là, que le gars il est prêt à tirer, puis finalement, ben, Requin ramasse, là. Mais c'est de très courte durée. Puis c'est ça que je dis, la menace de Requin, là, il n'y en a pas là, pour cette scène-là. Surtout que quand la voiture elle dérape, puis elle tombe là, dans une genre de ferme. Puis Requin, bien sûr, il en sort de là, puis comme si de rien n'était à peu près. Puis, tu sais, il y a le gars que dans le fond, que c'est sa ferme, là, qui voit Requin passer, puis Requin fait juste comme la garder nonchalamment, puis il fait comme, qu'est-ce que tu veux, toi, c'est comme, qu'est-ce qu'il y a dans sa face, là, c'est quand même drôle, là. Après ça, ben, on a un hélicoptère qui va poursuivre la Lotus. Puis tu sais, c'est ça, voir juste tous les manèges là, que James Bond va faire avec la Lotus. Une fois, il tourne en rond, tout ça, puis on voit l'hélicoptère en arrière en train d'essayer de suivre, tout ça. J'aime bien là, cette partie-là, même quand on voit la voiture, puis on voit que la voiture elle roule à fond, puis l'hélicoptère qui apparaît à côté, tout ça. Je trouve que c'est vraiment une bonne scène. Bien sûr, ben, c'est la chose qu'on sait aussi de ce film-là, là, c'est peut-être là, une des choses là, les plus reconnues pour ce film-là. On a Requin, qui est une des choses, je pense, qui ressort beaucoup de ce film-là, qui est connu. Puis, ben, la Lotus, elle va sauter dans l'eau, il va embarquer sur un quai, puis finalement, ben, il va plonger dans l'eau. Puis la voiture va se transformer en sous-marin. Quelque chose qui dans le fond, là, qui est comme quasiment novateur, puis même, je dirais, on n'a pas ça encore aujourd'hui, là, mais tout le monde voudrait avoir ça, je pense, qui va faire que peut-être que c'est la meilleure voiture de James Bond, à quelque part. Là. J'aime bien l'Aston Martin, là, mais celle-là, je veux dire, c'est quelque chose là, que tout le monde veut avoir. Là. Avoir sa voiture qui peut sauter dans l'eau, je sais pas pourquoi, mais pouvoir traverser le fleuve Saint-Laurent en passant par en bas, je sais pas exactement qu'est-ce qu'on veut faire avec, là, mais en tout cas. Fait que on va voir encore, la poursuite va se prolonger. Dans le fond, ce que Bond voulait faire, c'est ça qu'il voulait faire, c'est rentrer dans l'eau, puis aller voir là, la base d'Atlantis sous l'eau, puis voir qu'est-ce qu'il y a. Dans le fond, là, on peut voir comme des plans là, qui voient là, une des salles de contrôle, puis ils voient qu'est-ce que les gens regardent, tout ça. Mais dans le fond, c'est une question là, de juste continuer là, la scène d'action. Puis, on a des plongeurs là, qui vont attaquer là, la Lotus. Puis, il y a des bombes là, qui vont
qui vont un peu maganer là, la voiture, puis que finalement, ben, ils vont être obligés là, d'aller à la surface. Mais tu sais, encore une fois, on va vouloir montrer là, que l'agent Triple X, là, elle savait, là, elle avait déjà volé là, les plans là, de la voiture. Tu sais, c'est comme un peu, elle a déjà volé les plans de la voiture, puis elle était capable de peser sur un piton, mais à quelque part, elle savait pas que la voiture allait se transformer en sous-marin quand il se tire dans l'eau. Tu sais. Fait que, je sais pas, ça marche pas quand on se met à y penser. Encore une fois, peut-être qu'on voulait mettre un peu de féminisme là-dedans, mais tu sais, dans le fond, là, puisque l'idée marche pas, ben, tu sais, ça tombe à plat. Alors, Bond et l'agent Triple X vont se ramasser à l'hôtel, puis elle va vouloir se prendre une cigarette, puis Bond va arriver, puis sortir son lighter, puis il va arriver, puis elle va dire, elle va remarquer le lighter, puis James Bond va dire que ben, je l'ai ramassé en Autriche. Puis là, ben elle va faire le lien, tu sais, si elle l'avait pas fait avant, ben elle l'a fait, elle le fait là, dans le fond, que c'est Bond là, qui a tué son amant. Tu sais, dans le fond, elle va arriver puis elle va dire à James Bond qu'une fois que la mission est terminée, elle va tuer James Bond. Là, eux autres, ils vont monter à bord d'un sous-marin, le Liparus, qui est, je pense, un sous-marin américain. Tu sais, on va voir Bond faire un sourire là, à l'agent Triple X tout le temps. Là. Dans le fond, il est comme quasiment, je sais pas, c'est comme en train de la tenter, quelque chose de même, là, essayer de la faire craquer, parce que dans le fond, là, elle veut plus comme rien savoir de lui, là, totalement. Mais en même temps, comme que Bond, à sa défense, il dit c'était lui ou Bond, puis à quelque part, ben, il n'y a pas de choix à faire, là, il va se défendre, là. Mais en tout cas, fait que elle en veut comme tout, puis ce qui est normal aussi. Là, fait que il y a comme pas là, de compromis entre les deux. Là, les deux ont comme raison là, de penser de leur manière. Fait que il va embarquer, là, c'est ça, à bord là, du sous-marin Liparus. Puis bien sûr, ben, il va se produire exactement ce qui s'est passé au début du film. Que le sous-marin va se faire capturer là, par le gros vaisseau ou un gros bateau là, qui appartient à Stromberg. Lui, dans le fond, c'est ça, il capture des sous-marins, puis après ça, ben, son plan, c'est de reprendre les sous-marins, puis larguer des bombes là, sur Moscou et sur New York là, pour que, dans le fond, il y ait une guerre, puis finalement, ben, lui, il peut attendre là, sous l'eau, puis que lui peut comme repeupler là, avec du nouveau monde. Là. Fait que c'est vraiment une idée tordue là, que Stromberg a, mais on comprend là, un peu là, dans toutes ces scènes-là. Parce que bien sûr, Stromberg était à bord, puis il y a 3 sous-marins qui ont été à la mer là, depuis le début du film. Puis ces 3 sous-marins-là, il n'y a absolument aucun autre sous-marin là, qui est allé entre-temps, là, mais en tout cas. Fait que l'équipage de l'Iparus est capturé. Puis, tu sais, comme dans. On a vu que 2 fois, tu sais, il y a un petit. Il y a un genre de train là, qui se promène là, dans le bateau. Tu sais, c'est pour montrer que le bateau est quand même immense. Faut pas oublier, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est que. On a. Ben, le réalisateur, c'est lui qui avait réalisé, là, on a vu que 2 fois. Puis à la fin du film, là, on avait une grosse. Un super méga gros set là, où on avait un hélicoptère qui pouvait être dessus puis tout ça, c'était immense. Ben là, on a quelque chose là, qui est autant immense là, puis c'est l'intérieur du bateau. C'est vraiment immense où ce qu'on voit qu'il peut y avoir des sous-marins puis tout ça, c'est vraiment gigantesque. Ça l'avait gagné, ben ça avait la renommée là, ça avait le record Guinness de le plus gros plateau de tournage là, à l'époque. Je crois que ça a été battu entre-temps, mais ça l'a été pour plusieurs années le plus grand plateau de tournage là, sur un film. Là. Alors, c'est ça, sont capturés, puis Stromberg qui est là, ben, c'est ça, il explique tout le plan là, de faire anéantir toute la race humaine. Puis bien sûr, ben,
Bond est là pour dans le fond, c'est sa mission, là, il va arrêter ça, bien sûr. Fait que Bond va réussir à s'échapper, puis il va réussir à faire sortir là, les deux équipages. Ça, c'est juste après là, que les sous-marins vont être lancés. Dans le fond, on sait que les autres vont être là pour lancer des missiles nucléaires là, sur les deux villes que j'ai nommées. Ce que je trouve drôle là-dedans, c'est qu'on voit des Britanniques, mais on voit nullement les Russes. Là. Le Potemkin là, qu'on nous a parlé, là, qui est le sous-marin russe. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec. Je sais pas, j'ai regardé, puis j'ai essayé d'entendre, puis il n'y a aucun russe là-dedans. C'est vraiment étrange. On voit qu'il y a un équipage américain, puis l'autre anglais. Là. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec les Russes. C'est vraiment étrange. C'est comme si ça a été oublié. On les a pas vus à l'écran au début du film, puis je sais pas. On voyait juste le sous-marin britannique. Fait que c'est comme si on n'a pas pensé les mettre. Je sais pas. On manquait de budget quelque part. Là. Je sais pas. J'ai vraiment aucune idée de ça. Fait que dans le fond, là, ça va être un peu comme à la fin là, on a vu que 2 fois, ça va être la tuerie là, dans tout le hangar, si on veut, là, des sous-marins, tout ça. Éventuellement, ben, la salle de contrôle va être fermée. Puis on va devoir utiliser une bombe pour pouvoir ouvrir. Il y a quand même une bonne petite mise en scène où on a le thème de James Bond qui va jouer pendant que James Bond est sur des rails là, en amenant la bombe. Puis que aussitôt qu'il va tirer un fil, la musique elle va lâcher. C'est vraiment comme intelligent, je trouve, là, la mise en scène là, de cette scène-là. Fait que ça va être pas mal là où la scène va terminer. Dans le fond, c'est là où nos bons, là, dans le fond, ils vont prendre le contrôle là, de la salle de contrôle. Fait que eux autres, dans le fond, pour réussir à arrêter ça, je trouve que c'est quand même une bonne idée, dans le fond. Mais tu sais, je trouve que c'est un peu. On a vu la grosse tuerie, mais c'est comme. Je sais pas, c'est un petit peu long, dans le fond. Là, juste voir un écran d'ordinateur, dans le fond, là, voir un missile partir d'un bord puis un missile partir de l'autre. Puis dans le fond, ils vont s'entre-détruire. C'est ça le plan. Puis magiquement, tout de suite après, ben, l'Hyperus, pas l'Hyperus, mais le bateau, dans le fond, il se met à exploser. Puis on doit sortir de là, puis juste faire des explosions. C'est ça, dans le fond, dans un James Bond, c'est qu'on construit quelque chose, puis on doit le détruire par la suite. Fait que Stromberg qui était là tantôt, lui, dans le fond, il est reparti avec Anya, l'agent triple X. Fait que Bond, il va demander là, du temps parce que dans le fond, ils sont supposés là, de détruire Atlantis. Mais Bond va demander là, d'avoir un peu de lousse là, pour pouvoir y aller. Il va sortir un genre là, de Sidou. Genre, d'après moi, ça n'existait pas là, en 1977, là, puis ça devait être une nouvelle chose. C'est ça aussi là, dans les films de James Bond. Faut pas oublier là, que c'est une question là, de mettre en marché des choses. Là, c'est des sponsors. Comme on avait vu la Lotus un peu plus tôt, ben, là, on veut montrer là, le Sidou. J'imagine, là, parce que d'après moi, ça devait pas exister avant ça. Là, on n'a pas montré ça pour rien. Là. Fait que lui, Bond va arriver. Puis tu sais, sur Atlantis, il n'y a personne. Il y a juste Stromberg et Requin qui se promènent. Je sais pas s'il est supposé de repeupler la Terre ou dans le fond il est supposé de mourir tout seul avec Roquet. En tout cas, c'est vraiment étrange. Puis même, tu sais, quand James Bond va arriver, puis tu sais, on sait que l'ascenseur, il est dans le fond, le fond là, ou le plancher là, peut lâcher, là, puis on sait qu'il y a une menace que James Bond pourrait tomber avec les requins. Mais tu sais, je sais pas, tu sais, on sait que quelque part, si James Bond tombe, ben il va trouver une manière là, de s'accrocher, quelque chose de même, là, il tombera pas avec le requin, ou il va réussir là, à tuer le requin. Mais finalement, ben, il arrive en haut, puis il a réussi là, à se mettre les deux jambes de ses côtés, puis il savait, là, on sait pas pourquoi, mais il savait là, que c'est ça qu'il fallait qu'il fasse. Là. Puis là, ben, c'est, dans le fond, la manière il va assassiner, il va tuer Stromberg. Stromberg,
lui, dans le fond, sur sa table, dans le fond, lui, il y a un fusil là, qui est long comme toute la table. Mais il va manquer James Bond, puis James Bond va le tuer. Dans le fond, là, ça va être vraiment là, une exécution, dans le fond, là, tout simplement. Dans le fond, on sait que le grand machin, on doit régler avec Requin. Fait qu'on a un dernier combat avec Requin. Mais encore une fois, ça finit un peu ridicule. On sent un petit peu moins la menace. Finalement, James Bond va réussir à ramasser Requin là, par un aimant, tout ça, puis ça devient ridicule un peu parce que Bond va y faire un sourire, puis il va juste rester planté là, puis finalement en faisant le sourire, Requin va faire un sourire, puis dans le fond, il va se faire magnétiser la face. Le dernière menace qu'on va voir quand même de lui, c'est qu'il va être lancé dans l'eau avec un requin, le requin, puis finalement, il va réussir à tuer le requin, puis ça va être pas mal la fin. Je dirais que la fin là, reste un petit peu, ça reste collé. Là. C'est un 10 minutes là, qui reste au film là, une fois que Bond arrive là, sur Atlantis. Puis ça va vraiment là, assez rapide. C'est comme ça que tous les James Bond sont faits. Dans le fond, il y a toujours là, un 5-10 minutes à la fin là, qui est juste comme l'épilogue à toute l'histoire. On en a parlé là, longuement là, dans presque tous les films. Ce que j'ai oublié de dire tantôt, c'est qu'il restait aussi le Triple X qui était aussi sur Atlantide. Là, fait que ça faisait qu'il était 3. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que Bond va réussir à trouver là, Triple X là, dans la base. Puis on va avoir dans le fond le sous-marin là, de l'Hyparus de tantôt. Il y a eu l'ordre là, dans le fond là, de détruire Atlantis. Puis dans le fond, les autres sont pressés à sortir de là. Ils vont prendre une genre de capsule là, de sauvetage. Puis là, ça va être le face-à-face, dans le fond, là, de Bond et Anya. Dans le fond, elle a vu le tuer, mais Bond réussit à faire une dernière chose là, avec une bouteille de champagne. Là, il va réussir à casser là, son sérieux, puis finalement, elle va comme oublier son chum, là, quelque part, puis elle va sauter dans les bras à James Bond. Quelque part, c'est quelque chose, je pense qu'on s'attendait, là, mais en tout cas. Finalement, ils vont être secourus là, par les deux gouvernements. Là, ils vont aborder là, la bouée. Puis finalement, le film va finir là. C'est intéressant, pareil, je trouve là, la version là, de juste chanter là, de la tune thème là, qu'on entend. C'est comme si on savait là, qu'on avait un grand film quand même. Puis on le ferme là, grandiosement. Puis, je trouve ça le fun là, quand la version à la fin du film, là, on a la tune thème, mais on a une version différente. Puis, ça va être ça là, pour quasiment tous les prochains films. Là, on va avoir tout le temps là, une variation sur la tune thème. On va avoir le générique, puis Bond va nous dire que Bond va revenir là, dans For Your Eyes Only. Et ça ne sera pas le cas. Alors, en conclusion, je pense qu'on a un grand film. Je veux dire, c'est un film là, qui a sensiblement là, redéfini Goldfinger. Il y a des choses là, vraiment là, classiques là, qui sont dans le film d'aujourd'hui. C'est un James Bond à ne pas manquer. Ça va être probablement le meilleur film là, de Roger Moore un peu partout là, dans sa totalité là, qu'on va garder. Je vais toujours rester un petit peu, est-ce que c'est Vivre et laisser mourir ou lui aujourd'hui? Je sais pas, c'est peut-être aussi dans Vivre et laisser mourir, là, il y a un côté frais avec Roger Moore. Dans le film d'aujourd'hui, on sait un peu plus qu'est-ce qu'on fait, tout ça, mais il y a des affaires classiques aujourd'hui. Le personnage de requin, je trouve que c'est vraiment un point positif là, dans le film. Sa menace est là quasiment tout le temps. La trame sonore, j'en ai parlé carrément au début, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le film. Puis à écouter à part, mais pourtant les deux, comme j'ai dit, c'est pas la même chose du tout. Là. Puis bien sûr là, la Lotus puis la grosse scène là, au milieu du film là, la grosse poursuite, je l'aime bien.
Je dirais que le point là, négatif là, de ce film-là, c'est l'histoire. Honnêtement, là, elle n'est pas tout à fait claire. C'est le microfilm, tout ça, puis qu'est-ce que ça sert, puis les plans sous-marins, tout ça. Je veux dire, c'est beaucoup de charabia pour rien. Je le comprends là, en gros, là, mais quand les personnages en parlent, je trouve que c'est plus mêlant que d'autres choses. Ce qui est pour du livre, comme j'ai laissé sous-entendre, le livre est totalement différent, mais moi je suggère à tous les Québécois en bout de ligne de le lire parce que on va parler là, de notre cher Québec là-dedans, puis juste de voir que Ian Fleming, je sais pas s'il a mis les pieds à Québec, mais il va parler là, que la fille est allée à l'école des Ursulines là, dans le Vieux-Québec, tout ça. C'est toutes des choses de même là, qui parlent, puis que ça fait quand même assez drôle d'entendre, de voir la vision du Québec, mais de quelqu'un qui est anglais, qui écrit sur nous autres, puis de deux, on parle d'un livre qui est écrit quand même là, dans les années 50, fait que c'est quand même une autre vision de la chose, mais qui n'est pas totalement là, différent là, du Québec qu'on a aujourd'hui, fait que c'est quand même quelque chose là, qui est le fun, puis en plus le livre n'est pas très très long, fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. C'est ce qui englobe là, pas mal toutes là, mes pensées là, sur l'espion qui m'aimait. Si vous ne pouvez pas aller vous chercher le livre, vous pouvez l'écouter là, sur Audible en version anglaise. C'est lu par l'actrice qu'on va parler un peu plus tard, Rosamund Pike, dans le film là, de Die Another Day. C'est elle là, qui est le narrateur là, dans la version que vous pouvez ramasser sur Audible. Moi, je l'ai écouté sur Audible. Le livre, j'ai pas réussi à le lire, là, dans le fond. Là, comme j'expliquais là, dans les podcasts précédents, il y en a beaucoup que j'ai lus, mais juste à quelque part, je pense que je les ai lus trop en rafale. Que éventuellement là, j'ai arrêté là, parce que c'était juste un petit peu trop là, j'aime bien là, mais quelque part que c'est juste ça que tu lis là, pendant à peu près un an et demi là, puis après un bout j'étais plus capable de suivre, puis mes priorités dans la vie là, ont pris le dessus, fait que il avait fallu que j'arrête de lire, fait que j'ai écouté là, la version là, audio là, du livre aujourd'hui. Puis, c'est ça, comme je vous dis, là, c'est quelque chose là, qui est une très bonne alternative. Puis, je suis pas nécessairement en train de vouloir vous vendre l'idée là, de Audible ou de Daily Livre, tout ça, mais c'est juste vraiment mes pensées. Fait que, au prochain podcast, dans la rétrospective des James Bond, on va parler de Moonraker, pas de Rien que pour vos yeux ou For Your Eyes Only. On va avoir eu l'arrivée de Star Wars la même année que le film d'aujourd'hui ou l'année suivante, puis qu'on va avoir décidé de plus encore embarquer là, sur la tendance du moment. Fait qu'on va faire quelque chose là, qui va dans l'espace. Là, en tout cas, on va en reparler là, en masse là, quand on va parler de Moonraker au prochain épisode. Mais entre-temps, n'oubliez pas là, si vous ne le faites pas déjà, suivez le premier visionnement sur Facebook et Twitter. Puis de commenter sur l'épisode d'aujourd'hui, donner vos pensées. C'est-tu peut-être un des meilleurs là, films de James Bond? Moi, je sais que dans le fond, là, j'ai parlé avec Christophe Lassens qui va revenir là, au dernier film là, de Roger Moore. Pour lui, c'est son meilleur film aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord? Dans le fond, c'est-tu le meilleur James Bond? Je veux dire, c'est-tu un des top 5, quelque chose de même? Là, en tout cas, gênez-vous pas là, de commenter là, sur la publication là, du podcast aujourd'hui. Mais sinon, au podcast, moi j'ai toujours essayé là, de vous apprendre deux choses. Premièrement, de jamais laisser l'ennemi vous voir saigner. Et deuxièmement, de toujours avoir un plan d'évacuation. He blew a fuse. Merci d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. We have an old saying too, Yogi, and you're full of it. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler James Bond dans le prochain film de la rétrospective. Well, we wouldn't want that, would we? Ou rendez-vous sur premiervisionnement.com pour écouter d'autres rétrospectives dont John Wick, Star Wars, Halloween et les films de l'univers DC incluant Batman, Superman, Wonder Woman et bien d'autres films.
That depends on your definition of safe sex. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur toute plateforme de balado-diffusion, dont Podbean, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Pocket Casts et bien d'autres. Take a giant step for mankind. Prenez soin de vous et rendez-vous au prochain épisode. Keep my martini cool.